Comme je te disais, c'est un des plus grands salons, je pense le plus grand salon de commerce intra-africain, c'est-à-dire entre pays de l'Afrique. Et c'est un salon qui se déroule chaque 2 ans, pour te dire. Et si on te répète tous ces messages, tu vas finir par y croire et tu vas te comporter comme tel. Ouais, mais ce qui est en fait dangereux, c'est que l'histoire, elle n'est pas racontée par nous. Surtout, ça c'est vrai. Hello guys, bienvenue dans ce nouveau épisode de Afrique You Voice. Aujourd'hui, je suis en présence avec Ndeyawa. Hello. Qui fait des vidéos sur Instagram. Elle vous parle d'événements afro, de networking, de salons, d'entrepreneuriat. Si vous galérez à trouver des événements afro, c'est l'endroit à ne pas manquer toutes les semaines sur Instagram. Bonjour Ndeyawa. Bonjour Aïssatou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors, je te laisse te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas. Oui, alors moi c'est Ndeyawa, comme Aïssatou l'a si bien dit. Je suis sénégalaise et j'habite en France depuis 3 ans. J'ai grandi en Italie et je suis la fondatrice de ACA de Paris. C'est l'agenda culturel afrocentré de Paris. Et justement, comme tu l'as dit, c'est une plateforme qui centralise les événements afrocentrés, culturels, de networking, qui peuvent se dérouler ici à Paris. Pourquoi cette envie de promouvoir précisément des événements afro ? En vrai, ça vient d'un besoin personnel et même d'une demande que je recevais par mon entourage. Il faut savoir que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai vécu en Italie, j'ai grandi là-bas. Je suis arrivée en 2020 à Paris. Et forcément, en Italie, il n'y a pas encore toute cette communauté. Comme ici en France. Exactement, la communauté afrodescendante. Bon, il y a aussi 2 passés historiques différents, 2 histoires de migration différentes. Donc ici à France, je me retrouvais vraiment au carrefour de plein de cultures africaines, afrodescendantes, qui promouvaient énormément d'événements faits par eux. Au fait, c'était pas des événements faits par les autres où on est invité, mais ce sont des événements que la communauté même crée. Et moi, c'était la première fois que j'expérimentais ça. Et je me disais, mais c'est trop cool, vous ne vous rendez pas compte. C'est ça, de tout ce qu'il y a autour de vous. Et donc, à chaque fois, j'y allais, je voulais, tiens, il y a un salon, il y a une expo, il y a un after-work, un networking de business, je sais pas, de réseautage. Et tout était fait par des Africains ou des Afrodescendants. Et pour moi, c'était fascinant. Ayant grandi dans un milieu totalement différent. La seule noire à la fac, la seule noire à faire ci, la seule noire à faire ça. Donc à chaque fois, j'étais toujours la seule noire à. Alors qu'ici, je me trouve anonyme et j'aime bien cet anonymat, au fait. Parce que je peux me confondre dans la masse tranquillement, sans forcément taper dans l'œil, parce que je suis différente. C'est ça. Voilà. Mais donc, est-ce que tu trouvais un peu de difficulté à trouver toutes ces informations d'événements afro au même endroit ? Oui, justement. C'est là où ACA de Paris trouve sa raison d'être, au fait. Parce que je me disais, tiens, il y a énormément de choses, mais souvent, je me retrouvais à voir des posts sur Instagram d'événements, de retours d'événements. Je me disais, mais tiens, moi je savais pas, pourquoi personne ne me l'a dit, où était l'information. Et c'est en allant aux événements, en rencontrant des gens qui te disent, tiens, il y a ci, il y a ça, parce que ce sont des gens forcément du métier, qui peuvent te donner plus d'informations, mais l'information, c'est eux qui la gardent. C'est eux qui la gardent. Ils ne la partagent pas forcément. Et je me suis dit, mais c'est dommage. Alors que des personnes qui vivaient en Ile-de-France n'avaient pas les informations que moi j'avais, j'ai dit, mais attends, vous vivez là, vous ne saviez pas. Et c'est là que j'ai commencé à dire, on ne se rend pas compte, mais il y a vraiment énormément d'événements culturels faits par des afrodescendants à Paris, ou pour les afrodescendants. Moi, j'aurais jamais cru que quand même chaque semaine, il y a des événements afro. Je me disais, je craignais justement au début, est-ce que j'aurais assez à partager ? Et là, je me retrouve débordée. Il y a des gens qui m'appellent pour me dire, est-ce que tu peux promouvoir mon événement, en fait ? Et qui m'écrivent, qui me contactent justement pour que je fasse la promotion de leur événement. Et je me dis, mais attendez, moi, venue d'Italie, ça fait des années que vous êtes là. Et il y a d'autres pages, bien évidemment, il y a d'autres agendas afro qui le font très bien. Sauf que moi, vraiment, ma cible, c'était la culture et le networking. Alors que peut-être sur d'autres pages, on aura plutôt la musique, les festivals, les événements. Ou en tout cas, ce n'est pas si régulier comme je le fais sur ma page. Mais comment tu t'en es pris au début ? C'était un peu difficile, c'est toi qui allais vers les personnes, les organisateurs.
Et est-ce qu'ils te faisaient un peu confiance? Ils n'étaient pas un peu réticents? Je me suis toujours posé la question moi, mais jamais on m'a posé cette question. Cette question? C'est-à-dire, ouais, mais tu n'as pas assez de communauté, tu n'es pas assez connu. Et c'est là où j'ai eu une grande chance, c'est-à-dire celle de commencer mes vidéos avec Upendo. Oui. Parce que je pense que si je l'avais fait seule, mon compte n'aurait pas eu toute cette visibilité ou cette ampleur. C'est ça, parce que, encore une fois, cette collaboration me permettait aussi d'accéder à un agenda ou un carnet d'adresses, entre guillemets, qui permettait justement d'avoir de plus en plus de contacts. Lorsqu'on va à des événements, on fait la couverture d'événements, la production de visuels, d'interviews. Tu rencontres forcément des gens à chaque fois, des choses que jamais je n'aurais pensé vivre en Italie. Absolument pas. Non, c'est trop tôt pour ça. Même si il y a beaucoup de changements depuis 2020. 2020. En quoi il est dû ce changement? Il est dû à quoi? Je pense que oui. Avec la pandémie, une prise de conscience également. Et de plus en plus de comptes, au fait, qui se sont dédiés à raconter leurs histoires au lieu de se faire raconter. Et je pense que la pandémie a marqué un tournant dans ça. Il y a des comptes comme We Africans United ou je me rappelle plus de l'autre, comment il s'appelle. Mais en tout cas, un est un média dédié justement à la culture par une journaliste, Sarah Kamso, qui avait même fait une émission d'ailleurs ici en France qui s'appelle Afrique Story avec Télé Sud sur l'histoire de plusieurs personnages historiques africaines. Et du coup, sur sa page, elle fait la promotion de l'histoire africaine parce qu'en Italie, elle est totalement ignorée. Inconnue, méconnue. Mais absolument, on n'en parle pas. Donc c'était ça son but didactique aussi de se réapproprier de son histoire. L'autre page, c'est un peu comme NWE, tu vois, la page... J'ai dit hier. Donc on a ces deux grosses plateformes en Italie qui ont vraiment pris pied pendant la pandémie. Ah ben c'est super. En tant que promotrice d'événements afro, qu'est-ce que tu attends en retour? C'est justement la peur de manquer des opportunités. C'est ça, au fait, qui m'a animée. Je me suis dit, il y a tellement de choses à faire qu'on pourrait faire, mais qu'on ne fait pas, parce que souvent, on est forcément un peu paresseux. On a vraiment de la paresse à aller... vers les gens. Et quand tu as l'information, ça peut te motiver un peu, tu vois, aussi. De fou, parce que lorsque tu as l'information, tu te dis, ah bah tiens, il y a ça qui se passe, si je ne vis pas, c'est de ma faute. C'est pas comme si il n'y avait pas d'information. J'étais pas au courant. Il n'y a pas les opportunités, tu as vraiment tout ce qu'il te faut, il suffit de faire une recherche ou voilà, de t'abonner au compte. En plus, c'est varié, c'est pas que tu as des salons, tu as le networking, tu as des événements, tu as des salons de livres aussi, je pense. Exactement. Et même ça, c'est un événement que... En Italie, il n'y a pas encore. Ah non, il n'y a pas de salon de livres africain. Dédié vraiment à toute la littérature africaine. Non, et puis sur 3 jours. Ce sont de grosses opportunités que même, je pense, les Franciliens ou en tout cas les Parisiens ne connaissent pas. Non. Et c'est dommage parce que vraiment, il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a la semaine africaine à l'ONU, à l'UNESCO. La semaine africaine, ça fait plus de 10 ans que ça existe. Personne ne savait. Voilà. Il y avait la journée mondiale de la culture de l'afrodescendant en février. L'UNESCO, porte ouverte avec plusieurs interventions de personnalités africaines. Il n'y avait pas tant de monde, la salle n'était pas remplie. Il y avait surtout des Européens. Et c'est ça qui... Enfin, il y avait beaucoup d'Africains, bien sûr, d'Afro-descendants, mais c'est ça qui cloche au fait qu'il y a les espaces où nous retrouver, il y a les lieux, mais les gens n'y vont pas. Peut-être parce qu'ils craignent le communautarisme. Mais je pense qu'il y a assez de manque d'information aussi. Il y a ça aussi. Elle existe. Parce que moi, franchement, pour te dire, tous ces événements, j'ai envie d'assister à ce type d'événements, mais souvent, je n'ai pas l'information, tu vois. Donc, je me dis, il y a entre ceux qui veulent assister, mais qui n'ont pas l'information, et il y en a, en fait, même s'ils ne veulent pas assister, mais eux aussi, ils n'ont pas cette information. C'est ça. C'est-à-dire, comment tu arrives à rester connecté de tes origines, d'autant plus que tu es née et grandie en Italie? Je suis née au Sénégal, en réalité. Au Sénégal. Le travail des parents est impératif, c'est-à-dire que te rappeler la richesse de ta culture, de ton identité et l'importance de la protéger, c'est fondamental, au fait, parce que si tu n'as pas ça, tu peux vite te perdre. Concernant, par exemple, les racines que tu as évoquées tout à l'heure, moi, ça m'a toujours manqué, ce fait de ne pas avoir... de ne pas vivre la culture sénégalaise,
dans son état pur, dans le milieu même, mais je l'ai vécu à travers mes parents ou à travers les autres Sénégalais qui vivaient dans la même ville que nous à côté. Donc ça m'a beaucoup manqué, en tout cas en grandissant. Parce qu'après, parfois, tu retournes au Sénégal, on te dit, tout bêtement, tellement je ne connaissais pas mon pays, la première fois qu'on est retourné au Sénégal, après avoir quitté le Sénégal, on arrive avec le taxi, etc. Et je me dis, tiens, du sable par terre, parce que je ne m'attendais pas à trouver du sable partout dans les rues. Moi, je voyais le sable qu'à la plage, une fois l'été, etc. Tu vois, par exemple, quand on mange au Sénégal, les enfants, ils se taisent, au fait. Tu ne peux pas parler, discuter avec les grands tranquillement, etc. Ici, tranquillement, à la maison, on mange, on discute autour de la table. Tu peux parler avec les adultes, tranquillement. Si tu le fais au Sénégal, ça passe pas. Après aussi au Sénégal, on mange tous ensemble. C'est pas chacun son assiette, tu vois. Exactement. C'est couvert son assiette. Là, on se met plutôt par terre deux fois. On mange ensemble. Et c'est beaucoup plus convivial. Absolument. Il y a beaucoup plus d'esprit familial, de convivialité. Alors qu'en Europe, c'est plutôt l'individualisme. Ouais, c'est l'individualisme. Même à chaque fois qu'on déménageait, mes parents, ils ont toujours l'habitude de faire le tour des voisins. Tu vois, tu viens, tu t'installes, tu dis, on vient de loger ici. Parce qu'au fait, tu vis avec la personne, au final, c'est ton voisin. Ouais. Alors qu'ici à Paris, en Italie, on le faisait encore et c'était très bien reçu et tout. Parce qu'en vrai, oui, ils ont la réputation de gros racistes, mais en vrai, ça peut dépendre. Ça peut dépendre énormément. Ouais. Les gens c'est des êtres humains, en fait. Ils ne connaissent pas. Eux, c'est vraiment l'ignorance dans le sens le plus vrai du terme. Ils ne connaissent pas. Ah ouais. Ils peuvent te poser des questions comme chez vous, est-ce qu'il y a de l'eau? Vous vivez dans les cabanes? Ah ouais, ça existe encore? Ah, ça existait. Ouais. Moi, c'était de 2001 à 2000. À partir de 2006, je suis arrivée en Italie. Et à l'époque, déjà, tu avais des questions comme ça. Donc, pas le même passé historique et migratoire, mais ce n'est pas une excuse. Mais après, c'est parce que, est-ce que l'Italie, ils n'ont pas beaucoup colonisé les Africains? Non? Exact. C'est ça, je dis, ce qui fait ça aussi, je pense. La France s'amusait à dire, ça c'est à moi, ça c'est à moi, ça c'est à moi, en allant en Afrique. C'est beaucoup plus les Anglais et les Portugais et la France. C'est ça, et la France. C'est ça, c'est beaucoup plus ça, je pense. L'Italie a tenté 2 fois entre l'Éthiopie et... Non, je pense, ils ont raté. Justement, même la semaine dernière, j'ai regardé un reportage concernant l'Éthiopie, Addis Abeba. Et on me parlait, c'est là que j'ai compris en fait que l'Italie avait tenté de coloniser l'Éthiopie, mais ils ont raté. Ça n'a pas marché. Avec la Libye aussi, ils avaient essayé, mais rien à faire. Ouais, ça n'a pas marché. Je pense que c'est pour ça qu'ils sont un peu détachés de l'Afrique. Exactement, parce qu'ils n'ont pas vécu, ils n'ont pas fait de colonisation. Ouais. Ok. Cette diversion géopolitique un peu. En quoi c'est important pour toi de rester connecté à tes origines sénégalaises? Pour moi, c'est fondamental parce que ça définit la personne que je suis. Et lorsqu'on n'a pas de repères, lorsqu'on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va, déjà, de un. Et un arbre sans ses racines ne peut pas avoir de feuilles ou de fleurs, etc. Donc je prends toujours cette métaphore parce que c'est pour ça, au fait, que j'ai toujours été à la quête de mon identité, de ma culture, d'où je viens. Parce que je me dis... pendant toute ma vie, on m'a toujours dit vous n'avez jamais rien fait, vous les Noirs. Qu'est-ce que vous avez apporté au monde? Vous êtes descendants d'esclaves. Et donc tu te dis mais attends, mais ça peut pas être possible. En fait, il y a quelque part une histoire qui a été falsifiée, une histoire qui est méconnue, qui n'est pas accessible parce que forcément, ça revient à la colonisation. Lorsque tu veux détruire un peuple ou lorsque tu veux t'emparer de lui, tu dis que ce peuple n'a aucune valeur, aucune civilisation, aucune culture pour mieux t'emparer de ce peuple, en tout cas de ce territoire. Et c'est comme ça, au fait, que les systèmes de domination jusqu'à aujourd'hui continuent parce parce que jusqu'à là on a l'impression que l'Afrique on n'a pas de civilisation ou la culture. Après maintenant ça change un peu parce que nous, cette nouvelle génération, on est beaucoup plus consciente. Enfin je ne dirais pas les autres, ils n'étaient pas conscients, mais je pense qu'on est beaucoup plus on veut plus faire changer les choses, on veut se faire entendre. Et on est moins soumis aussi. On est moins soumis, c'est ça, exactement. Je me retrouve parfaitement dans ce que tu dis parce que c'est vrai que même la génération, je ne sais pas, de nos parents ou juste avant, ils étaient beaucoup moins dans la revendication de leur culture, c'était beaucoup plus dans l'assimilation. Je reprends l'exemple de l'Italie, tout le monde essaie de faire vraiment profil bas, de ne pas taper dans l'œil, pas s'attirer des problèmes, parce que forcément,
t'es la première génération qui émigre dans un pays, tu ne sais pas ce qui va t'attendre. T'es pas chez toi aussi. T'es pas chez toi en plus. Ça, tu dis, je suis pas chez moi. Parfois on se moque de moi chez moi, on me dit non, toi tu fais la ministre des Noirs ici. À cause des activités que je fais, etc. Que je vais toujours dans des événements afrocentrés, que je traîne forcément avec... Moi aussi, là, actuellement, je suis dans un mood. Chaque semaine, j'essaie de regarder un reportage sur les pays africains. Je veux connaître l'histoire. Non, mais du début à la fin. Je veux tout connaître. Là, comme je t'ai dit, j'ai regardé pour l'Éthiopie, la Namibie, l'Ouganda, comment je veux dire, le Congo surtout aussi, le Rwanda, tout. Je veux tout connaître, je veux savoir qui a colonisé qui, comment ça arrive, et je veux tout comprendre. Bah oui. Mais non, en vrai, c'est bien, et parce que ça me permet aussi d'argumenter à savoir pourquoi ça s'est passé, comment ça s'est passé, tu vois, et défendre pourquoi il y a cette masse de personnes, de jeunes qui veulent venir en Europe. À la recherche de meilleures conditions de vie. Il faut vraiment qu'on soit acteur aussi du changement. C'est ça. Et pas forcément dans la quête de la fuite. Non, c'est même ça. Si, bon, nous, on est un peu le produit, le fruit de l'immigration. On est là, donc on parle beaucoup, mais... Mais après aussi, je me dis qu'on essaie de faire, de changer les choses à notre manière. Même si on n'est pas là-bas forcément, mais on est connecté. Comme toi, par exemple, tu essayes de centrer des événements afro pour que d'autres jeunes comme nous essayent de ne pas oublier leurs origines, de rencontrer de nouvelles personnes, de rencontrer des Africains, de jeunes, connaître en fait qu'est-ce qui se passe au pays, comment je peux contribuer en fait, il y a quoi comme opportunité que je peux saisir, qu'est-ce qui se passe, comment je peux rentrer en Afrique, comment je peux préparer le terrain et rentrer petit à petit. Ouais, et changer aussi le paradigme eurocentrique au fait. C'est pas l'Europe ou l'Occident au centre du monde. Ça peut l'être bien sûr parce que forcément pour des raisons capitalistiques, mais pour nous-mêmes, pour notre culture, pour notre identité, même pour le développement de nos pays, de notre continent, il faut qu'on apprenne à le connaître déjà. Oui, c'est comme tu l'as dit. En fait, il faut porter ses origines, connaître son histoire pour pouvoir l'aider. En fait, il faut savoir il est où le mal pour trouver une solution. Si tu ne sais pas en fait il est où le mal, il souffre de quoi, comment tu vas apporter des solutions? Totalement. Non, tu ne pourras pas. À chaque débat, pour argumenter, tu vas te retrouver à bégayer parce que tu ne sais pas. Toute l'histoire qu'on t'a racontée sur l'Afrique, c'est esclavage, colonisation, pauvreté. Il n'y a que ça dans ton imaginaire. C'est ça. On n'est pas civilisés, on est des sauvages. Et si on te répète tous ces messages, tu vas finir par y croire et tu vas te comporter comme tel. Ouais, mais ce qui est en fait dangereux, c'est que l'histoire, elle n'est pas racontée par nous. Surtout, ça c'est vrai. Ça, parce que en fait, si l'histoire elle est racontée par la personne, par la porteur de l'origine, je sais pas, de la Guinée, du Sénégal et tout, il va te raconter les vraies valeurs, la vraie culture. Et toi, tu vas bien porter l'histoire. Mais si par exemple une personne, je sais pas, un Portugais vient te raconter l'histoire, mais c'est biaisé. C'est biaisé en fait. Il va te raconter l'histoire à sa manière. Clairement. C'est pas à toi de raconter mon histoire, c'est à moi de prendre la parole et de le faire. C'est à nous de faire comprendre aux autres c'est quoi notre histoire, c'est quoi notre civilisation, nos traditions, nos cultures, c'est quoi nos produits locaux, c'est de quoi on est fiers en fait. C'est ça. Comme le lépi, un tissu traditionnel. Ouais. Donc c'est ça en fait, c'est à nous de raconter cette histoire, c'est à nous de la faire vivre aux autres. C'est pas aux autres de la raconter. Et de nous valoriser. De nous valoriser surtout. Non, très bien dit, très bien dit. Alors, on parle souvent de networking, networking. Et les événements, des fois, quand tu vas à un événement, c'est beaucoup plus pour rencontrer de nouvelles personnes. Mais souvent, c'est difficile quand même de venir aborder les gens. C'est vrai. Surtout si tu es une personne un peu timide, réservée, ou bien si c'est tes premières fois, tu n'es pas forcément à l'aise. Ou bien tu te dis, ouais, si je parle, je vais dire une bêtise. Et comment toi, tu arrives à approcher les gens ou bien à faire du réseautage? Très bonne question. Je pense que ça vient aussi de ma personnalité. Ouais. C'est-à-dire que je suis une personne très extravertie. Parfois trop. Parfois trop, vraiment. J'aime vraiment fermer mon visage pour que les gens ne m'adressent pas la parole parfois. Mais même dans la rue, c'est à moi qu'on va demander une information. C'est à moi. Je suis dans le quai, il y a 250 personnes. C'est à moi qu'on va demander c'est à moi qu'on va me demander le train a-t-il déjà passé, le bus. Toujours, on m'adresse la parole. Je sais pas. Ça m'arrive souvent. Ouais. Donc, ça me facilite un peu la tâche parce que souvent, c'est les gens qui viennent vers moi. Mais j'ai aussi cette capacité à aller vers l'autre. J'ai vraiment cette envie de découvrir qui fait que je me dis, bon, c'est une personne, on est des inconnus, je n'ai rien à perdre,
Ouais. Bonjour. Après aussi, c'est le but en fait quand tu vas à des événements. Quand tu vas à un événement et que tu parles à la personne, c'est... Enfin, tu as appris quelque chose parce qu'il y a des personnes qui vont... Il y a des conférenciers, tu vas apprendre beaucoup de choses, mais je pense que c'est beaucoup plus impactant et tu vas beaucoup plus apprendre si tu approches les autres. C'est ça. Tu vas apprendre et tu vas discuter avec eux. Tu sais pas en fait qu'est-ce que ça peut aboutir dans l'avenir. C'est ça, en fait. Non. Il y a une fois un événement que j'ai fait, ça s'appelle Ambition Africa. Et ouais, c'était assez France-Afrique l'événement, mais bon, il y avait pas mal de personnalités, d'entrepreneurs, de porteurs de projets. C'était une espèce de forum qui venait aussi directement de pays africains. Et il y a une dame, je pense que c'était une Ghanéenne, elle m'a dit moi, je rentre pas chez moi tant que je n'ai pas 100 contacts aujourd'hui. Elle s'est dit vraiment, c'est mon défi de la journée. Il faut que, pour le networking, il faut que tu aies au moins 100 nouvelles personnes que tu ajoutes sur LinkedIn, 100 nouvelles personnes avec lesquelles tu as échangé un mail ou un contact pour que tu remplis ta base de données. En fait, pas tous les contacts sont bons à prendre, forcément. Non. Et des gens, tu n'as vraiment pas besoin ou pas d'intérêt commun à développer. Ouais. Donc, tu dis... Un seul contact peut te suffire. Mais c'est ça, si c'est le bon contact, ça suffit. Si tu en as 5, 10 à chaque événement où tu vas, si c'est vraiment un événement de networking où le but justement est d'aller échanger avec d'autres porteurs de projets, comme aujourd'hui on est en train de faire, tu vois, ça permet au fait de connaître d'autres gens et voir on va dire des synergies, comment travailler ensemble. Ouais. Moi, ce que je fais souvent, c'est que j'essaie de poser une question lors de la conférence. Comme ça aussi, ça facilite un peu. Les gens, ils vont venir vers toi pour te parler de elle a osé poser une question, tu vois. Très bonne idée. Moi, souvent, j'essaie de poser une question. J'essaie lors de la conférence. Dès qu'il y a une question, je me dis, elle peut paraître pertinente. Je me présente et je pose la question. Et franchement, ça marche très bien. À chaque fois, quand je finis de parler, je dis, ah ouais, j'aimerais faire ça. Et souvent, les gens, après, ils viennent vers toi. Ils viennent vers moi. Du coup, c'est plus moi qui viens vers eux. C'est eux qui viennent vers moi. Et c'est plus facile, tu vois. Totalement. Donc, un petit tips, si vous voulez. Absolument. et puis, c'est fondamental, comme tu le dis, de te présenter. Parce que dès que tu te présentes, les gens disent « Ah, tiens, ça me parle. J'aimerais connaître. J'irai la voir après. » C'est ça, exactement. Et tu restes un peu dans l'esprit du conférencier aussi, je te fais remarquer. Donc, si tu as un bon produit ou bien un bon projet porteur, ce sera l'occasion de lancer une petite pub. Très bonne astuce, en tout cas. Donc, n'hésitez pas. Quel est l'événement afro qui t'a le plus marqué? Là, tu te dis, c'était, je sais pas, au niveau de l'ambiance, peut-être au niveau réseautage. Alors, il y a un événement particulier, je pense. Oh, peut-être il y en a deux. Un ne s'est pas déroulé à Paris, mais c'était plutôt en Égypte. Et l'autre, c'est la NHA, la Natural Hair Academy. Tu connais pas? Non. Tu peux pas ne pas connaître. Désolée. Non, j'explique. En fait, c'est le plus grand salon dédié à la beauté noire et caribéenne, aux cheveux et à la peau principalement. Donc, tu as vraiment des dizaines de milliers de participants. Ça se passe au Parc Floral. C'est la 11e édition cette année, je crois. Et c'est 2 jours, un week-end, le premier week-end de juin, souvent. Et donc, je vais pas rater pour cette année. Tu vas pas rater, il faut qu'on y aille. On va y aller. On va y aller, du coup. Et tu as toutes les marques de cheveux afro pour la peau, les nouvelles, les plus anciennes. Tu as vraiment des centaines de stands de marques capillaires ou pour la cosmétique, la peau, avec des activités aussi, même pour les enfants, des food trucks. Tu as une belle ambiance, tu as même des maisons d'édition, tu as des artistes, tu as des exposants. Et ça rassemble un monde fou. Et tu te sens vraiment dans un parc d'attractions pour cheveux afro. Et moi, justement, quand je cherchais mes produits capillaires pour les cheveux, à l'époque, quand c'était pas si simple que ça, je l'ai commandé sur Internet, moi. En Italie, je l'ai toujours commandé sur Internet. C'est en venant en France que j'ai trouvé de plus en plus de boutiques où ils les vendaient sur place, mais des produits de qualité, en fait, de toutes les gammes, quoi. Ça peut aller du bas de gamme au haut de gamme, voire luxe, premium. Et à la Natural Hair Academy, ce sont les marques qui viennent. Tu as des marques comme As.I.Am, les marques américaines She Moisture, tu as Nir, tu as Les Secrets de Loli, tu as... Les Secrets de Loli, connus partout. Tu as Camille Rose, tu as vraiment... tu as Cantu, tu as tous les stands de marques afro
pour les cheveux afro qui sont là. Pas. Non, tu vas, tu vas beaucoup aimer. On y sera. Et c'est payant ou c'est Oui, c'est payant. Okay. Il y a une billetterie, je pense que c'est 10 €. Et plus tôt tu prends ta place, mieux c'est. Ah ouais, il y a plusieurs tarifs. Ouais, parce qu'il y a un monde fou, vraiment. Ouais, c'est 2 journées intenses, tu as plein d'activités. C'est souvent au même endroit? Oui, c'est toujours au parc floral. Ouais. C'est immense en plus, donc c'est vraiment bien agencé. T'as la partie... Il y avait même le carnaval, pour te dire. À un moment donné, le dernier jour, il y avait la parade avec Tu ne t'ennuies pas. C'est une ambiance de fou. J'ai beaucoup aimé. Tu assistes et tu fais des activités et tu regardes le carnaval. Tu pouvais même faire du roller. Il y avait une piste de roller. Bon, je pense pas que vous pouvez compter souvent au niveau du roller. Moi non plus. J'ai aimé ce que les gens faisaient, mais même des activités de danse, tout, vraiment. C'était un très bel événement. Et le deuxième, c'était Le deuxième, du coup, c'est la IATF, c'est Intra-African Fair Trade, donc le salon de commerce intra-africain. Et c'est une opportunité que j'ai saisie grâce à un networking, à une rencontre, à un autre événement, pour te dire. Donc, networking. Allez parler aux gens. Allez les voir, discuter, renseignez-vous sur ce qu'ils font et parlez-leur de ce que vous faites, tout simplement. Faites un exercice. On a tous quelque chose à apporter à quelqu'un et les gens aussi, ils ont quelque chose à nous apporter. C'est ça. L'IATF, comme je te disais, c'est un des plus grands salons, je pense le plus grand salon de commerce intra-africain, c'est-à-dire entre pays de l'Afrique. Et c'est un salon qui se déroule chaque 2 ans, pour te dire, tellement il est énorme. Ça prend du temps à organiser. Ah oui, c'est sûr. Et tu as une quarantaine de pays africains qui se retrouvent pour faire du commerce. Tu as des représentants, ça peut être du gouvernement, des banques, tu avais, je sais pas, le secteur automobile, le secteur énergétique, il y avait même un panel de l'Union africaine pour la jeunesse et les startups, donc c'est ce panel-là que c'était immense. Ils vont organiser cette année ou ce sera 2025 en Algérie. Okay. Chaque année, ça change, ça fait 4 éditions. Et c'est vraiment énorme comme événement. Moi, j'avais jamais vu autant de porteurs de projets sur le continent. Wow. En fait, ça peut être dans l'agriculture, dans, je sais pas, le numérique. La récolte de data, de données, le numérique, il y avait tout, vraiment tout, des conférences super intéressantes, la mode aussi, forcément. Ouais. Mais comment on fait pour assister je t'enverrai les informations sur IATF. Le site est en ligne, etc. Tu peux postuler pour participer. Si tu es avec une organisation, encore mieux, pour que ça soit pris en charge. Mais sinon, plein de gens, ils vont s'envoyer par leur gouvernement ou leurs entreprises pour y participer. Et dans le panel où j'étais, c'était le panel de la jeunesse pour l'Union africaine. Ouais. On avait une quarantaine de porteurs de projets. Il y avait des jeunes de moins de 35 ans. Il y avait une femme qui a lancé son entreprise de récolte d'informations à travers des drones au Malawi. Wow. Une personne qui a construit des fusées en Afrique du Sud. Tout ça, c'est pas cool. C'est pas cool. Moi, j'ai été émerveillée. J'ai été vraiment... et ça J'espère que j'y serai pour 2025. Je t'enverrai toutes les infos. Et ça dure 7 jours. C'est vraiment un salon, mais une semaine de salon, pour te dire. J'ai même rencontré l'écrivaine Chimamanda Ngozi Adichie, pour te dire. Tu avais plein d'invités. Et je n'ai jamais entendu parler de ce salon. Je n'aurais jamais entendu parler de ce salon si ce n'était pas grâce au contact que j'ai fait de l'ambassade du Rwanda, au networking de l'événement. C'est fou. Donc allez-y, vraiment. Là, je vais y aller. Je prends mon billet dès maintenant pour 2025. On rate trop d'opportunités en restant chez soi. Trop. Faut sortir. Non, et rencontrer du monde. Mais sinon, est-ce que tu as des projets pour l'Afrique ou au Sénégal, dans les pays africains? Je pense dans le long terme. Dans le long terme, oui. La création d'un centre culturel ou d'une galerie ou d'un musée, je ne sais pas. Mm-hmm. Parce qu'on manque énormément de ça. On a 3, 4 pauvres musées. Ouais. Et ce n'est pas assez pour un pays. Enfin, d'envergure, je veux dire. On a vu l'IFAN, ça y est, c'est bon. Il y a beaucoup plus à faire. Alors on regorge de culture. On déborde de culture. Sauf que ça reste dans les têtes des gens qui, plutôt que d'être accessible à tout le monde dans un lieu exposé, on a toute cette richesse culturelle qui est... qu'on va dire, transmise de personne à personne. Et donc, c'est cette culture de l'oralité qui fait que, malheureusement, le savoir se perd facilement. Ouais. Alors que si on exposait, on mettait à l'écrit,
Je sais pas. Moi, je pense que c'est très bien dans le sens où actuellement, il y a beaucoup de personnes qui veulent aller découvrir l'Afrique. Oui. Et souvent, tu n'as pas des musées pour aller dire pour te raconter l'histoire, forcément. Alors que quand on va dans un pays, c'est beaucoup plus pour connaître la culture, la tradition. Mais c'est ça. Tu vois, connaître l'histoire. Oui. Et si tu n'as pas l'endroit exactement, en fait, avec des informations vérifiées, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Ah ouais. C'est un bon projet. Merci. On verra à long terme ce que ça va donner. Une petite dernière question. Oui. Quel conseil donnerais-tu à des jeunes qui sont nés ici, qui ne sont pas connectés à leurs origines? Parce que le fait que c'est quand même difficile, tu vois, quand tu es en Europe, en France, de rester connecté à tes origines. Quel conseil pourrais-tu donner à ces jeunes? Déjà, il faut qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls, dans le sens où je ne suis pas la première Sénégalaise qui émigre en France, tu n'es pas la première Guinéenne qui émigre en France. On a des communautés ici. On a des gens qui nous ressemblent et il y a plein de groupes qui peuvent se créer. Il faut aussi qu'on comprenne que c'est en faisant groupe qu'on atteindra mieux nos objectifs, en fait. Si chacun voulait courir son petit parcours tout seul, on arriverait tous peut-être, mais de manière même rapide, mais pas avec les bons résultats, parce que tu es seul. Tu es seul, tu te fais... Il faut savoir se défendre. Et tout seul, c'est beaucoup plus difficile. Donc, je dirais vraiment, allez voir les gens qui vous ressemblent. Même surtout avec les réseaux actuellement, c'est facile. C'est tellement facile. C'est plus comme avant. Tu te dis, où est-ce qu'il y a une association là, par exemple, sur Instagram, tu tapes association, je ne sais pas, des Guinéens. Des Guinéens de France. Quelque chose, bien tu sûr. vois. Ouais. Donc, il faut rester connecté. Hein. C'est ça. Sinon, on risque de perdre nos cultures, nos valeurs, surtout ce qu'on nous a inculqué. Et aller aux événements. Aller aux événements. Rencontrer des gens. Rencontrer-nous. Rencontrer l'Afrique. Exactement. Alors, c'était vraiment top l'interview. Ça s'est très très bien passé. C'était un réel plaisir de discuter avec toi. Plaisir partagé. J'espère que vous avez aimé cette interview. En tout cas, nous, on a beaucoup kiffé, on s'est beaucoup amusé. On a un peu divagué, un peu par-ci, par-là, en géopolitique, de temps à autre. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'être venu chez Africa You Voice. Merci à toi, Ndeya. Merci à toi, Aïssatou. Un mot pour la fin? Je te remercie énormément pour cette interview. Merci de t'être intéressée à ma petite personne. Merci de mettre en avant tous ces beaux parcours avec ton podcast et ton projet. Merci beaucoup. Je te félicite et je souhaite un très bon vent à Afrique Youth. Merci. Et merci vraiment pour ce moment d'échange. Merci pour cette initiative. Comme ça, on est au courant de tous les événements afro. Les gars, c'est le temps de rester connectés à l'Afrique. On n'a plus d'excuses. On a toutes les informations. Allez.